Bonjour et bienvenue au comptoir Octo en partenariat avec la DAC-Conf pour vous donner un avant-goût des sujets qui seront présentés le 29 mars. Aujourd'hui, on vous parle de confiance dans les systèmes intelligents. Alors, en tant qu'humain, faire un choix et prendre une décision est une partie prenante de l'expression de notre personnalité. Nous prenons le temps de réfléchir, d'analyser pour peser les avantages et les inconvénients de chaque décision. À travers ce process, nous avons confiance que nous avons fait le travail nécessaire pour prendre la meilleure décision adaptée au contexte. Aujourd'hui, cette confiance se voit fragilisée avec l'avancée technologique et l'introduction de l'intelligence artificielle dans les différents aspects de notre vie, au sein même de notre travail. Les systèmes intelligents sont capables aujourd'hui de prendre la décision à la place de l'humain et malgré leur puissance, l'humain, fier de sa prise de décision, a encore du mal à faire confiance aux résultats de ces systèmes intelligents. D'où le sujet du comptoir d'aujourd'hui. Augusta Grimpel, data scientist chez Octotechnologies, nous présente une méthode scientifique basée sur les découvertes de neurosciences pour augmenter la confiance dans l'adoption des systèmes intelligents. À toi, Augustin. Bonjour à tous, bienvenue pour ce comptoir avec l'ADEConf. Je suis Augustin Grimprel, manager et data scientist, data engineer, enfin, ce que vous voulez, chez Octo. Et je vous propose de parler aujourd'hui de confiance dans les systèmes intelligents, qui est un sujet qui me tient à cœur, sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi avec une collègue qui a justement un passé de neuroscientifique. Et je vous propose de partager aujourd'hui les découvertes que nous avons faites. Alors, ce dont on va parler, c'est de confiance. Aujourd'hui, il y a énormément de sujets, euh, presque philosophiques parfois, qui sont amenés par l'intelligence artificielle ou de manière générale, des systèmes qu'on va qualifier d'intelligence, sans se dire est-ce que c'est du machine learning ou pas. Ce sont des systèmes qui présentent les attributs de l'intelligence, ou en tout cas qui les simulent, et donc qui amènent un certain nombre de questions. Vous avez tous entendu parler, je pense, des questions d'équité, de représentativité. Est-ce que nos algos sont fairs par rapport aux populations minoritaires? Est-ce qu'ils sont transparents? Est-ce qu'on peut vraiment savoir comment ils fonctionnent et s'assurer qu'ils respectent les valeurs de notre société? Et même si ce sont des questions très importantes, ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Ça dépasse largement le cadre d'un talk de 20 minutes, 25 minutes. Et surtout, ça nous amène sur des terrains assez haut niveau, avec des vues très larges. Et moi, j'aimerais aujourd'hui vous parler de choses beaucoup plus concrètes. Le but, c'est de parler de confiance. Et en tant que concepteur de systèmes intelligents, comment est-ce que je fais pour créer cette confiance avec mes utilisateurs? C'est vraiment ça euh, qu'on va aller chercher aujourd'hui. Et le but, c'est de repartir avec un certain nombre de takeaways plutôt activables pour nous autres, que nous soyons data scientist, data engineer, product manager, chef de projet, sur voilà, des contextes où l'intelligence artificielle est en clé. Et le point de vue que je vous propose d'adopter, c'est donc celui d'un utilisateur. Alors, c'est une notion sur laquelle on a passé du temps au début, parce que c'est pas si évident et il y a des cas qui sont un peu dans la zone grise. Si on prend, par exemple, un opérateur sur une ligne de production industrielle qui reçoit la sortie d'un algorithme de détection de défauts là, sur les pièces qu'il est en train de fabriquer, est-ce que c'est vraiment un utilisateur ou est-ce que dans la mesure où il fait qu'appliquer ce que lui dit l'algorithme, finalement, n'ayant pas vraiment le choix, il n'en est pas vraiment? Et la définition qu'on se propose d'adopter, c'est celle qui est affichée à l'écran. C'est-à-dire que ce qui compte finalement, c'est que je puisse faire un choix. C'est que moi, je puisse prendre une décision d'utiliser ou pas un système, et c'est ça qui me définit en tant qu'utilisateur. Mon opérateur, qui son boss a dit tu suis ce qui a marqué sur le système, quoi qu'il arrive, n'est pas un utilisateur. Il n'a pas le choix. Il doit faire ce qu'il y a marqué en sortie du système intelligent, qui dit cette pièce est défectueuse, cette pièce n'est pas. Par contre, l'agent de maîtrise qui se rend compte que l'algorithme commence à faire n'importe quoi, décide de le déconnecter et de repasser en mode manuel, lui est un utilisateur. Parce qu'il prend cette responsabilité d'utiliser ou de continuer à utiliser le système. Donc c'est son point de vue que je vous propose d'adopter. Et cette notion de choix est vraiment capitale. C'est elle qui nous définit en tant qu'utilisateur de systèmes intelligents. La première chose dont je vais vous parler, c'est qu'en fait,
Cette confiance, cette sorte de confiance qui peut paraître assez absolue, c'est avant tout une sorte de confiance en nous-mêmes. Et pour ça, on va utiliser un modèle, la Decision Confidence. Donc, en fait, ça vient de modèles neuroscientifiques qui interprètent un choix binaire. Donc, un choix binaire, c'est un choix avec deux options. Soit j'ai l'option 1, soit j'ai l'option 2. Mais je suis obligé de choisir parmi les deux. Je n'ai pas de troisième option qui soit à ma disposition. C'est un modèle relativement simple, mais on va voir qu'il nous apprend un certain nombre de choses. Ici, sur ce graphe, vous avez le temps qui s'écoule horizontalement, et puis vous avez nos deux options. Et en fait, la courbe représente la quantité d'informations que je reçois. Et cette quantité d'informations va parfois servir en faveur de l'option 1, parfois servir en faveur de l'option 2. Et il y a deux seuils, en fait, représentés par notre trait en pointillé, qui représentent la quantité d'informations nécessaires qui me permet à un moment de prendre une décision, de dire, OK, je vais vers l'option 1 ou non, je vais vers l'option 2. Notez qu'il y a un biais, c'est-à-dire que la courbe ne démarre pas à zéro, parce qu'on est tous des êtres humains, on est remplis de biais, sans doute des machines à biais. Et donc, au départ, dans ce cas, j'ai une petite tendance à préférer l'option 1, donc j'aurais besoin d'un peu moins d'informations pour aller chercher l'option. Si on décline ce modèle sur ma réaction en tant qu'utilisateur face à des systèmes intelligents, c'est que finalement, j'ai une décision à prendre entre deux choix, qui est soit suivre le système d'intelligence artificielle, soit ne pas le suivre. Mais c'est les deux options que j'ai, c'est vraiment un choix binaire. Je n'ai pas de troisième option de le suivre un peu, mais pas trop. Voilà, je dois choisir, soit je le suis, soit je ne le suis pas. Peut-être que ça changera dans le temps, mais en tout cas, là, tout de suite, il faut que je choisisse. Et donc, vous avez en vert des sections de la courbe, c'est-à-dire des informations que j'ai reçues qui m'ont permis d'aller vers une décision de suivre ce système. Et à l'inverse, vous avez des sections rouges qui représentent en fait des informations que j'ai reçues, mais qui m'orientaient plutôt vers le fait de ne pas suivre le système. Et à un moment, tout à droite, j'atteins mon seuil, et ce seuil, il est personnel. Et des personnes dont les seuils vont être très resserrés, plutôt appétentes au risque, des personnes dont les seuils vont être très écartés, sont plutôt prudentes. Et une fois que j'ai atteint le seuil, ma décision est prise et je dis, OK, je vais suivre ce système. Là où c'est intéressant, c'est que ça nous montre que finalement, suivre ou pas un système, faire confiance ou pas un système, c'est avant tout une décision de notre part. Et donc, je vous propose de parler de confiance, non pas d'une façon absolue, parce qu'au début, on parle de confiance dans un système intelligent, et c'est une notion presque absolue, sans base rationnelle. Je te fais confiance ou je te fais pas confiance. C'est ce que vous diriez à vos amis, par exemple, je te fais confiance, c'est un truc absolu. Et en fait, c'est de le ramener plutôt à une échelle locale, contextuelle, qui est souvent basée sur des éléments rationnels ou l'étude des comportements passés. Et donc, plutôt parler non pas de confiance dans un système, quelque chose d'absolu, mais de confiance dans notre décision de les suivre ou pas. Et c'est ça qui compte, c'est vraiment ça le truc pour penser la confiance autour des systèmes intelligents, c'est de la penser non pas de manière absolue, mais de la penser comme étant la confiance dans notre décision de les utiliser. Et ce sont des décisions que nous prenons tous en tant qu'utilisateurs. Quand vous écoutez une playlist que Spotify fabrique automatiquement, quand vous suivez un trajet fait par Waze en GPS, quand vous utilisez l'algorithme de trading sur Yolonie, enfin bref, toutes ces choses-là, ce sont des décisions que vous faites de les suivre ou non. Et en fait, la vraie question, c'est est-ce que vous avez confiance dans votre décision de les suivre? C'est assez amusant d'ailleurs, parce qu'en anglais, ils n'ont pas du tout les mêmes mots. Nous, en français, on parle de confiance un peu dans tous les cas, alors qu'en anglais, ils ont vraiment deux choses. Il y a ce qui s'appelle trust, qui est cette confiance absolue. On a de la trust envers notre compagnon, par exemple. Et par contre, on va plutôt avoir de la confidence quand on parle d'une confiance locale, contextuelle. Donc, voilà, you have confidence in your coworkers for handling a case. J'ai confiance dans mes collègues pour gérer ce cas, mais ça ne veut pas dire que je leur fais une confiance absolue. Je ne les trust pas forcément. Et donc, la première conséquence de ça, c'est que la confiance étant finalement la confiance dans notre décision
de suivre ou pas, on sait que ce qui fait la décision, c'est la quantité d'informations. Donc, pour augmenter la confiance, j'ai besoin d'augmenter le niveau d'information que je donne à mes utilisateurs. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas forcément besoin d'informations qui est 100% en faveur de mon système. J'ai juste besoin de donner de l'information pour que la personne puisse faire son choix. Et plus elle a eu d'informations, plus elle atteindra un seuil élevé, et donc plus elle aura confiance dans sa décision de suivre ou pas le système. Donc il y a plein de techniques pour ça. Je vous en ai remis quelques-unes. Évidemment, donner une probabilité de prédiction plutôt qu'une décision binaire, c'est souvent une bonne idée. Vous pouvez donner des paramètres explicatifs. Alors, à l'échelle d'un modèle, c'est souvent compliqué parce que les modèles complexes représentant des réalités complexes, c'est dur de les décrire simplement. Mais par contre, vous pouvez donner des explications sur la décision que vous proposez, donc avec des analyses de sensibilité locale. J'ai remis quelques items là. Mais vous avez aussi d'autres techniques. Vous pouvez très bien décider de donner une vue partielle du fonctionnement du système, par exemple en exposant les données sur lesquelles il se base, mais aussi celles sur lesquelles il ne se base pas, en expliquant les métriques que le système essaie d'optimiser. Ou un exemple que j'ai déjà vu, mais qui est très intéressant, c'est de donner à l'utilisateur des cas qui ressemblent à celui qui est en train d'être prédit, et donc qui lui permet de jauger la qualité de prédiction du système par rapport à des heuristiques qui lui sont disponibles. Donc tout ça, c'est un ensemble de techniques, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'augmenter en fait la quantité d'informations disponibles pour mes utilisateurs, et plus d'informations, ça leur permet de prendre une décision, et une décision dans laquelle ils ont confiance. Pour ça, je vous propose un exemple. On a tous connu, je pense, l'ère des GPS qui nous disait, si possible, faites demi-tour. Bon, c'est une époque révolue depuis longtemps. Aujourd'hui, tout le monde suit Waze ou Google. Mais si vous vous souvenez bien, il y a 3 ou 4 ans, on avait encore ce genre de débat. Donc, vous faisiez un Boulogne-Carnac, voilà, qui est un trajet que je fais de temps en temps. Et il y avait quand même quelqu'un qui vous disait, ouais, mais moi, je sais qu'à cette heure-là, il y a des travaux. À mon avis, le GPS, il se plante. C'est un départ en vacances. Je pense qu'il vaut mieux passer par le nord, par la Normandie, parce que même si c'est plus long, ça ira plus vite. Et bon, on discutait, ah oui, non, moi je suis le GPS, pas toi, et ainsi de suite. Or, Google Maps, ils ont fait un truc génial il y a 3 ou 4 ans, c'est que maintenant, ils vous affichent ça. Le moteur derrière, c'est le même. Ils n'ont pas changé leur algorithme de calcul de trajet. C'est le même, vraiment. Il n'est pas meilleur, les conditions n'ont pas spécialement évolué sur la route, hein, les routes françaises sont à peu près toujours les mêmes. Mais par contre, il vous donne de l'information. Il vous dit tous les trajets qu'il a considérés, mais qu'il rejette pour l'instant. Il vous indique autour du Mans qu'il a pris en compte les travaux qui existaient. Et donc, en ce faisant, même si la qualité de la prédiction est la même, il vous donne beaucoup plus d'informations qui ne disent pas que le calcul est meilleur ou que le trajet est plus précis, mais juste, il vous explique comment il fonctionne et cette information-là vous permet d'augmenter votre confiance dans votre décision de le suivre. Et depuis qu'il affiche ça, moi, j'ai plus jamais vu tous les débats avec mes amis ou avec ma famille sur est-ce qu'on suit le GPS ou pas, parce qu'en fait, il vous montre qu'il a déjà considéré les alternatives. Donc, c'est l'exemple un peu trivial, mais je pense qu'on connaît pour la plupart d'entre nous, d'une quantité d'informations plus élevée, qui n'est pas spécialement rassurante sur le modèle, mais qui pourtant augmente largement notre confiance dans le système qui la propose. Un deuxième point intéressant quand on parle de confiance, c'est qu'en fait la confiance, c'est quelque chose c'est une notion qui ne survient que quand on est en désaccord. Et on va voir que ça a une importance capitale. Je vous propose ce petit graphe en fait pour examiner tout ça. Faire confiance, finalement, c'est un empilement de 2 décisions. Au tout début, je reçois une recommandation, donc j'ai un système intelligent qui me partage un certain nombre d'informations et qui me dit je te recommande cette décision. Par exemple, pour mon agent de maîtrise sur sa chaîne de production industrielle, cette pièce est défectueuse ou cette pièce est correcte parce que un certain nombre. La première question que je me pose, moi, en tant qu'utilisateur, c'est est-ce que spontanément j'aurais fait la même chose? Si la réponse est oui, il n'y a pas de débat, en fait. Je fais confiance à mon instinct, je suis le système. Si la réponse est non, là, il y a match, parce qu'il y a ce que je pense d'un côté, il y a ce que le système me propose, et donc la question de la confiance se pose. Et ensuite, on revient sur ce qu'on a déjà vu, est-ce que j'ai la bonne quantité d'informations, plutôt en faveur, plutôt en défaveur?
Et donc, à la fin, je choisis de faire confiance ou de ne pas faire confiance au système intelligent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un raccourci. La meilleure façon pour que quelqu'un ait confiance dans le système, c'est de toujours lui proposer quelque chose avec lequel il est d'accord. C'est pas plus compliqué que ça. Et je vous propose d'utiliser ça dans un exemple. Alors pour le coup, c'est tiré d'une mission réelle qu'on a faite chez Octo sur de la production industrielle. Donc on est sur des lignes de fabrication et on fait de l'inspection visuelle pour regarder des pièces qui sont fabriquées et savoir comment, si elles sont défectueuses ou si elles sont de bonne qualité. Vous avez la ground truth, donc ce qui est la vérité, on va dire absolue, définie par des experts. Et puis, vous avez en dessous ce qu'un utilisateur spontanément aurait pensé. Donc, on voit qu'il fait 2 erreurs, parce que le 6e dit que la pièce est défectueuse alors qu'elle est juste, et la 8e, il dit qu'elle est juste alors qu'elle est défectueuse. Info positif, info négatif. La première approche qu'on a, c'est de dire, pas de souci, je prends ma ground truth et j'essaye de fabriquer un système qui la réplique le plus possible. Donc, on voit que le système là-haut, il est quasi parfait, il se trouve juste sur le 2e élément. Donc, il a une très bonne performance, 9 fois sur 10, il est bon. Mais par contre, il y a quand même 3 cas qui sont les carrés entourés de jaune. Si on compare avec la ligne du bas, il est en désaccord avec l'utilisateur. Et donc, c'est 3 occasions où peut-être mon utilisateur va venir questionner est-ce que j'ai confiance ou pas, et donc 3 occasions de ne pas avoir confiance. Donc, finalement, j'ai une bonne performance, mais j'ai une confiance plutôt faible. On peut aussi se dire, pas de problème, je prends une approche différente et je vais aller chercher la confiance. Donc, je prends finalement les annotations de mon utilisateur, c'est voilà ce que lui pense, et j'essaye de coller au mieux. Et dans ce cas-là, je vais fabriquer un système qui réplique quasiment ce que pense l'utilisateur, parce que, pareil, à part le 2e point, je suis bon. Donc, 9 fois sur 10, je colle à ce que pense l'utilisateur, donc il n'a pas tellement l'occasion de questionner la confiance qu'il va avoir dans le système. De toute façon, je fais comme lui. Donc, j'ai plutôt une confiance assez forte. 9 fois sur 10, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand on compare à la ground truth, j'ai 3 fois sur 10 où je suis en désaccord et donc ma performance absolue est plutôt faible. Ce qui est intéressant, c'est que je dois faire un choix. Soit je crée un système qui a une bonne performance, mais qui a une faible, qui génère une confiance plutôt faible, soit je vais créer un 2e système qui aura une performance en deçà, mais qui va aller générer spontanément une confiance plus forte chez mes utilisateurs. Et donc, ça illustre bien un biais, un compromis fondamental entre la performance et la confiance. En fait, quand le système commence à atteindre le niveau des humains et à le dépasser, il arrive des cas où le système a raison, mais l'humain a tort. Et donc, ça génère ces moments où je viens examiner la confiance, parce que je suis en désaccord avec le système. Et donc, je ne peux plus avoir une augmentation systématique à la fois de la performance et de la confiance. J'ai un compromis à faire, soit j'augmente la performance, soit j'augmente la confiance, mais je n'aurai pas les deux. C'est un phénomène intéressant, parce que si vous vous souvenez de l'élection de Donald Trump en 2016, on a beaucoup parlé des bulles sur Facebook, bulles d'information, vous étiez entouré uniquement d'infos qui vous plaisent. C'est exactement ça. Vraiment. L'idée, c'est la même, c'est que l'algorithme de Facebook, même si sa performance, ça peut être de vous donner une représentation la plus fidèle de ce qui se passe dans le monde autour de vous, la meilleure façon pour lui de gagner votre confiance, c'est de vous proposer des contenus où vous êtes d'accord, que vous êtes d'accord qu'il vous soit recommandé. Et donc, face à ce compromis, eux, ils ont plutôt choisi la confiance et pas la performance. Ce que ça veut dire pour nous, qui sommes concepteurs de systèmes intelligents, c'est déjà qu'il ne faut pas survaloriser les annotations des utilisateurs. On se rend compte que ce n'est pas ça qui nous donne forcément la meilleure confiance, et que quand on fait ça, en fait, on s'engage dans une voie un peu manipulatoire. On obtient la confiance des gens, mais finalement, si c'est pour l'obtenir d'abord, puis ensuite rebasculer sur un mode de performance, c'est presque de la manipulation. Donc, il y a une forme d'honnêteté à avoir avec nos utilisateurs. Et le second point qui est crucial, c'est de sortir de ce dogme qui est quand même très répandu, qui laisse penser que augmenter la performance augmente la confiance. En fait, c'est faux. Quand vous commencez à battre les humains, plus vous êtes fort, moins ils vous font confiance.
Le dernier point que je souhaite aborder avec vous ce matin, c'est la transitivité sociale. Alors pour ça, je vous propose de reprendre notre modèle de décision binaire et d'examiner une notion qui en anglais s'appelle la trustworthiness. Donc en gros, c'est ce qui reflète notre biais a priori. Donc là, j'ai à nouveau mes deux décisions, faire confiance à un système d'IA ou ne pas faire confiance. Et j'ai placé la même courbe d'accumulation d'informations. Donc la courbe verte, la courbe rouge, c'est vraiment les mêmes, je vais recevoir les mêmes quantités d'informations. En fait, en fonction de ma trustworthiness, c'est-à-dire mon biais initial, est-ce que j'ai plutôt tendance à faire confiance à des systèmes intelligents ou pas, je ne vais pas du tout obtenir le même résultat. Si j'ai un biais positif à l'origine, on se rend compte que ma courbe va finir par me faire franchir le seuil qui me permet de faire confiance au système d'IA, donc de prendre cette décision. Alors que si j'ai un biais qui est plutôt très négatif, comme on a en bas, la même quantité d'informations va générer ma décision de ne pas faire confiance, donc de suivre mes opinions plutôt que de suivre le système. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la même quantité d'informations et pourtant la décision est complètement différente. Ça vient bien sûr du biais, de cette trustworthiness, et c'est donc un axe de travail pour nous, parce que quand on conçoit ces systèmes, il faut aussi qu'on s'assure que certes, la bonne quantité d'informations est fournie, qu'elle est plutôt en faveur de la décision de suivre le système. On a vu qu'on a des soucis sur la performance et la confiance, donc c'est pas forcément la voie à suivre, mais on se rend compte aussi qu'il faut absolument travailler sur le point de départ, c'est-à-dire mes utilisateurs, avant même d'être en contact avec le système, quelle est leur opinion, quel est leur biais. C'est une notion qui est irrationnelle, qui est très sociale. Ça vient des émotions, ça vient de nos craintes, de nos espérances, de notre appétence à la technologie. Ça vient d'énormément de choses, mais ça vient pas d'éléments rationnels. C'est important parce qu'on constate souvent sur tous les projets, on va dire data, IA de manière générale, qu'il y a une petite confusion entre le business case qui nous dit, OK, est-ce que c'est intéressant pour l'entreprise, est-ce que c'est utile pour l'écosystème dans lequel on vit, et le fait que ça va convaincre nos utilisateurs. Vos utilisateurs, franchement, ils en ont rien à faire de votre ROI. Eux, ils ont un certain feeling, ils ont leur trustworthiness qui est en fonction de ce feeling-là, ils ont des ressentis, mais c'est pas les ROI qui les intéressent. Ce qui les intéresse, c'est leurs émotions, comment ils se situent par rapport à ça. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Bien sûr, vous avez besoin de faire vos business cases, mais ça ne suffit pas à convaincre des utilisateurs. Et le principal axe de travail qu'on a pour jouer sur la trustworthiness, vu que c'est une relation très humaine, très émotionnelle, c'est de jouer sur un aspect social et donc sur ce qu'on appelle la transitivité sociale. Si vous prenez une utilisatrice qui doit utiliser un système qu'on ne lui a pas spécialement introduit, sa trustworthiness, donc son biais initial, il est aléatoire. Vous ne savez pas ce que cette personne pense. Peut-être qu'elle est convaincue que l'IA, c'est l'avenir, et donc elle aura une appétence très forte, un biais très positif en faveur du système, et c'est formidable. Mais peut-être qu'elle a de grandes craintes, qu'elle a lu hier dans Science et Avenir que l'IA allait peut-être manger les humains. Et donc, ça se trouve, elle a un biais complètement négatif. Et ça, vous n'en savez rien. Tant que vous n'interagissez pas avec cette personne, vous n'en savez rien et vous n'avez pas d'influence dessus. Donc, c'est aléatoire, ça peut être positif, ça peut être neutre, ça peut être négatif. Et c'est comme lancer un dé pour savoir si vos utilisateurs vont faire confiance. La façon de jouer là-dessus, c'est la transitivité. Donc, c'est d'interagir en tant qu'humain avec cette personne et de créer un lien positif. En tant que concepteur, surtout avec nos premiers utilisateurs, en fait, aller les voir, parler, créer un lien qui est positif, où on fait preuve d'empathie, on les comprend, on les rassure, on explique, on s'adapte aussi, parce que c'est ça qui crée beaucoup de confiance. Et si cette personne a confiance avec nous, elle va avoir tendance à proxifier cette confiance sur le système. Pas forcément à 100%, mais ça lui permet de mettre son biais au moins du côté positif. Et donc, toutes ces histoires d'aller voir nos utilisateurs, de les comprendre, ce ne sont pas juste des lubies d'UX designers qui veulent faire leurs trucs humains, sociaux. Là, c'est intéressant, mais bon, nous, on fait des projets sérieux. Non, pas du tout. Ce sont des choses essentielles pour créer de la confiance à travers cette transitivité et en fait placer nos utilisateurs dans la meilleure disposition possible pour qu'ils puissent prendre la décision de faire confiance. Ça, c'était le troisième point. Et finalement, si
si on résume un peu ce dont on a parlé ce matin, la question de la confiance, déjà, ça peut se modéliser. C'est pas un truc absolu, c'est pas une espèce de machin un peu nébuleux. On se dit, il faudra que la société fasse confiance au système intelligent. Non, ça se modélise, ça se travaille. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et on a pas mal de moyens pour améliorer cette confiance. On a vu qu'augmenter la quantité d'informations, c'est indispensable. On a vu qu'on peut prendre en compte les feedbacks utilisateurs, mais attention, parce qu'ils ne sont pas exactement ISO avec la réalité absolue ou la réalité de performance qu'on cherche. Et on sait qu'on a aussi un aspect social, un aspect humain à travailler, parce qu'il nous permet de passer le biais au bon endroit. Donc ça, c'est les moyens qu'on a à disposition. Après, il ne faut pas oublier non plus que la manipulation, c'est quelque chose qui est jamais loin. Et on doit être très vigilant. Pour le coup, c'est une question d'éthique. Quand on aborde des questions de confiance, il y a l'exercice légitime qu'on fait pour créer de la confiance chez des gens, pour leur proposer un service qui peut les aider. Et puis, il y a la manipulation qui est jamais très loin. Et surtout, et c'est peut-être l'enseignement principal que j'ai envie de transmettre à travers ce talk, c'est qu'il y a un compromis entre la performance et la confiance. Il est indépassable et donc vous aurez ce choix à faire. Vous n'avez pas d'augmentation mécanique de la confiance avec la performance. C'est quelque chose qu'il faut absolument garder en tête. Et je vous remercie. Merci Augustin pour ta présentation. N'hésitez pas à poser vos questions. Augustin va répondre. Du coup, en attendant, peut-être, moi, j'ai quelques questions du coup à te poser. De ce que tu as présenté, en fait, j'ai l'impression vraiment c'est un process d'accompagnement sur un mindset et un changement de comment on est en train de percevoir les systèmes intelligents. Et je suppose que ça demande beaucoup d'enseignements des parts des data scientists, de ta part notamment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu amènes ce process de changement au sein des clients? Ouais, pas de souci. On va dire que le premier gros changement qu'on a mis en œuvre, c'est que maintenant, on essaye, en tout cas, on essaye d'embarquer systématiquement un UX designer dans toutes nos missions de data science. Au début, c'était très incongru. En fait, nos clients ne comprenaient pas pourquoi. Euh, mais en parlant justement de toutes ces notions, on montre qu'en fait, on a une vraie question d'adoption de toutes les solutions qu'on fabrique et que c'est super sympa de créer des projets utiles. Encore faut-il qu'ils soient utilisables. Et donc ça, il faut aller voir le quotidien des gens et c'est pour ça qu'on prend ces UX designers. Et encore faut-il qu'ils soient utilisés. Donc il y a la notion d'adoption qui est juste derrière. Il faut que les gens s'en servent effectivement dans leur quotidien. Et c'est pour ça qu'en fait, on prend des personnes dont c'est le métier aussi, d'aller rencontrer des utilisateurs, de les comprendre, de voir quels sont leurs pain points, par quels process mentaux ils passent, quels sont leurs modèles mentaux, comment ils conçoivent les choses. Et en fait, ça nous aide pour concevoir les systèmes, pour aller chercher très vite des systèmes simples, mais qui créent de la confiance, en fait, parce qu'ils sont simples à comprendre, donc c'est plus facile pour eux. Et c'est comme ça qu'on le fait. C'est en étant accompagné par des personnes dont c'est le métier. Et ce métier, en fait, c'est assez facile. C'est UX designer. Ils sont spécialisés dans designer des systèmes qui sont centrés sur les utilisateurs. Et c'est surtout en démarrant très simple, mais avec un contact utilisateur le plus vite possible. Je préfère construire quelque chose de presque bête, sans intelligence artificielle dans un premier temps, mais dont mes utilisateurs se servent, et complexifier petit à petit pour justement pas me prendre ce biais performance-confiance tout de suite, plutôt que de démarrer cash avec du ML dans tous les sens, fabriquer quelque chose qui est peut-être une réussite d'ingénierie, mais qui souvent se heurte à de gros problèmes avec l'utilisateur. Voilà l'approche qu'on prend. Très bien. Merci pour cette explication. J'avais aussi une autre question qui concerne notamment, en fait, tu as évoqué la notion de manipulation, tu as évoqué la notion de comment influencer cette prise de décision et que le fait d'avoir ce compromis en quelque sorte à faire entre les performances et la confiance dans le système, il y a énormément du coup de chemin à parcourir pour être en quelque sorte, en fait, pour acheminer cette trustworthiness.
Est-ce que tu peux nous détailler encore plus quels sont les outils que vous mettez à disposition, notamment l'explication des résultats et tout ça, pour amener cette notion de trustworthiness dans les systèmes intelligents que vous êtes en train de proposer? Yes, donc dans ta question, il y avait deux choses, mais je pense qu'il y en a une qui faisait référence notamment, hop, je reprends ma slide, à celle-ci. Oui, Euh, dans tout ce qu'on a à disposition, bon là j'ai mis un panel, mais l'idée générale, c'est d'expliquer la décision plutôt que le système. En gros, en fait, on va créer des systèmes qui souvent essayent de faire des choses compliquées, en tout cas de gérer des environnements compliqués, parce que en fait, si c'était simple, on n'aurait pas besoin d'eux. Et donc, ces systèmes, ils reprennent forcément une part de cette complexité. Je ne peux pas avoir je sais pas, un système de pricing super performant qui prend des centaines de choses en entrée et qui soit simple à expliquer. En fait, c'est impossible. Les dimensions sont juste trop importantes, et notamment trop importantes pour le cerveau humain. Je ne peux pas. Donc, plutôt que d'essayer d'expliquer le système, je vais surtout essayer d'expliquer la prédiction, en tout cas la proposition que le système fait. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup tout ce qui est analyse de sensibilité locale. Shock value, c'est un truc assez connu aussi sur tous les algos de ML supervisés, euh, qui en gros vous donnent une pondération indépendante de l'ordre sur les features qui ont amené à une décision. Donc c'est quelque chose d'utilisé. Par exemple, on l'avait fait en scoring de crédit pour un client dans le monde bancaire. Bah, en fait, vous pouvez expliquer, voilà, ce client-là, je te propose de le scorer à temps, notamment parce qu'il a tel âge, il a telle catégorie de revenus, il a ceci, cela. Et en fait, si j'avais changé cette valeur-là, la prédiction aurait été complètement différente. Et donc, c'est pour ça qu'elle est importante. Et ça, c'est plus intéressant parce que ça accompagne l'utilisateur dans sa décision finale, qui est je fais confiance ou pas, ou accorder un crédit ou pas, dans notre cas. Et ça lui parle vraiment de ce qui est en train de se passer là, plutôt que d'une valeur absolue, est-ce que le système est bon ou pas, et qu'il y ait des commentaires du genre oui, mais le système, il ne sait pas prendre en compte tel ou tel aspect. Donc, voilà, c'est comment créer justement cette chose sur finesse, c'est vraiment pour moi se placer au niveau de la décision. On explique une décision, on n'explique pas le modèle de façon générale, et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, sur le côté un peu biais, tu vois, sur Finesse, c'est-à-dire le biais à l'origine, le mieux, c'est la proximité. Moi, j'avais fait une mission formidable. On était en contact avec un opérateur. Alors, lui, il était en République tchèque, donc c'était assez loin. Nous, on était en France. Mais on pouvait s'envoyer des SMS. On avait récupéré son numéro de portable. Ce qui était génial, c'est qu'on lui demandait, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller rater une pièce sur la chaîne de production pour voir si chez nous, c'est bien détecté. Et en fait, à force de faire ce genre d'aller-retour, il a commencé à avoir confiance en nous, parce qu'il a vu qu'on s'intéressait à son métier, qu'on bossait avec lui, et même s'il ne voyait pas tout de suite ce qui se passait, parce qu'il était dans son boulot et nous, on était encore en conception, ça a créé un lien de confiance ultra positif. Et le jour où on a mis le système en service, il était totalement en confiance, alors que pourtant, il ne l'avait encore jamais utilisé. Et c'est un exemple inspirant, je trouve, parce que, OK, on n'avait pas du X-Designer, OK, on n'a pas pu passer de temps avec lui sur la chaîne de prod, mais en fait, on a créé du lien sur des quotidiens, sur des choses presque informelles. Et ça, c'est eu un impact ultra positif. Et je trouve que c'est un exemple très clair pourquoi il faut donner accès à ces utilisateurs finaux et le plus tôt possible. Ça nous a coûté 20 SMS surtaxés et une quinzaine de pièces ratées sur une ligne de prod, c'est-à-dire 3 fois. En fait, c'est la récurrence d'utilisation, j'ai l'impression, c'est la création de cette habitude de la faire introduire dans le quotidien des humains qui fait en sorte qu'on s'habitue de plus en plus à l'utilisation de ces systèmes intelligents pour faire confiance. Et c'est en fait, c'est en quelque sorte, c'est créer un lien social, même si ce n'est pas vraiment social avec les machines, pour pouvoir les adapter de plus en plus. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Et là, tu l'as bien dit, la récurrence joue beaucoup. C'est comme quand vous managez quelqu'un, vous avez besoin de vous voir régulièrement, y compris quand ça va bien. Parce que le jour où ça va pas bien, c'est le fait d'avoir créé ce lien simple
quand ça allait bien, qui vous permet d'attaquer les sujets compliqués. Si vous n'avez pas ce lien-là, en fait, vous n'allez juste pas réussir. C'est un peu, je trouve, la même idée. Et tu as raison, cette notion de récurrence, elle est capitale. Très bien. Merci beaucoup, Augustin, pour les réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? N'hésitez pas à les poser dans le chat. On va les prendre. Bah, s'il n'y a pas vraiment de questions, est-ce que, Augustin, tu souhaites nous dire un mot pour la fin? Bah, merci beaucoup de vous y être intéressé. Moi, je suis dispo, bien sûr, si vous avez des questions sur le sujet. Si vous rejouez ce talk quelque part, c'est avec plaisir. Et j'espère juste que ça vous a peut-être inspiré sur cette notion de confiance qui peut être pensée à pas mal de niveaux. On la voit souvent à une échelle sociétale, sur voilà, ce que vous avez dit au début, l'éthique, la transparence, la représentativité. Je pense que c'est intéressant aussi de savoir la penser à une échelle locale et j'espère que ça vous a inspiré sur ce sujet. Top. Merci beaucoup, Augustin. Merci. Pauline, est-ce que tu souhaites nous parler un peu de la DACCanf qui aura lieu le 29 mars? Oui, tout à fait. Merci à tous d'avoir participé à ce comptoir qu'on a voulu en partenariat avec la DocConf, qui est la conférence des architectes IT qu'on organise depuis maintenant 5 ans et qui aura lieu du coup le 29 mars. Il reste quelques places en présentiel et bien sûr beaucoup de places en digital. Donc, n'hésitez pas à prendre votre place ou à me contacter. Je vais vous mettre mon email directement dans le chat si vous souhaitez plus d'informations sur les offres qu'on peut proposer pour des groupes ou autres. Voilà, donc c'est vraiment l'idée était vraiment de vous proposer un avant-goût du type de talk qu'on propose à la DocConf et que je vais également vous mettre le lien du programme complet qui vient de sortir. Donc voilà, vous avez tout le détail de tous les talks qu'on a en invité en guest, notamment un CTO de chez Decathlon, également 2 personnes de chez Doctolib. Donc voilà, ce sera une conférence très intéressante et vous pourrez rencontrer bien sûr vos pairs dans les entreprises. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir les détails du programme de la conférence qui aura lieu du coup le 29 mars au Parc Floral à Paris. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et dans ce cas, je pense qu'on peut clôturer ce beau comptoir. Merci Augustin.